Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Newstank RH et RH Matin avec notre partenaire Indeed, le moteur d'emploi, de recherche d'emploi. Sur le thème central aujourd'hui, la vague de la grande démission a-t-elle atteint la France? Alors, nous avons observé ce phénomène aux États-Unis depuis 2021. On le baptise sous différents noms, Great Resignation, Big Quit, Great Reshuffle même, je regarde sur la page de mention de Wikipédia. Et ça correspond à 20 millions de salariés qui auraient quitté leur poste pour une autre fonction ou pour tout simplement quitter le marché du travail, ce qui remet en cause leur rapport au travail, à son organisation, à l'entreprise et le choix de mener une carrière, comme on le dit, de manière assez classique. Alors, il faut naturellement rappeler le contexte de la crise Covid-19, avec ces périodes de confinement, l'essor du télétravail en parallèle, qui aboutit parfois à l'isolement d'employés et aussi des développements de risques psychosociaux. Il faut aussi remettre le contexte sur le marché de l'emploi. Les tensions sont montées au regard d'une situation de pénurie de main-d'œuvre inédite. Et c'est susceptible d'ébranler des pans entiers de l'économie, comme on peut le voir en l'état actuel. Alors, dans quelle mesure la déferlante d'une grande démission est-elle palpable en France? C'est le sujet du jour et nous allons l'aborder avec Thibaut Maire, qui est expert du marché du travail pour Indeed France. Il va nous fournir des indicateurs sur cette tendance, et d'ailleurs à partir d'une étude qui a été réalisée en mai 2022, qui va pouvoir nous donner des éclairages sur le sujet. Alors, je vais vous donner quelques éléments sur la présentation des séquences qui vont rythmer ce webinaire. Tout d'abord, on va scruter le phénomène qui a été observé aux États-Unis. Nous passerons ensuite sur la situation en France. Pourquoi ce marché de l'emploi dynamique, associé à un malaise social post-Covid, constitue un contexte assez propice aux démissions en France. Nous aurons des éléments à vous montrer en la matière. Nous allons voir aussi dans une troisième partie une étude sur l'envie ressentie chez les Français pour la démission, quelles sont finalement les tendances que l'on observe, mais quels sont aussi les freins qui sont recensés pour effectuer cette démarche. Nous verrons aussi comment nous pouvons interpréter ces statistiques, parce que naturellement, il faut nuancer l'approche de cette grande démission. Mais il faut quand même aussi être conscient qu'il y a une partie de la population du marché du travail aux États-Unis qui a quitté totalement le marché du travail. Alors finalement, on pourrait se poser la question, est-ce que ce mouvement d'extraction pourrait-il se répercuter en France? Voilà, donc ça fait beaucoup d'éléments que l'on va étudier avec Thibaut Maire, et nous finirons à la fin par une séance de questions-réponses avec les participants. Vous êtes plus de 250 à suivre ce webinaire, et donc du coup, je ne doute pas qu'il y aura des questions sur ce thème. Quelques précisions sur le déroulement du webinaire. Vous pouvez, en tant que participant, poser des questions tout le long de la session. Vous avez un petit onglet qui est dédié à droite de votre écran pour poser toutes les questions que vous souhaitez. On tâchera de garder un petit peu de temps à la fin de cette session de webinaire pour répondre à toutes vos questions. C'est notre priorité. Et je rajoute que ce webinaire sera accessible en replay ultérieurement sur la chaîne YouTube de RH Matin. Donc, si jamais vous avez raté le rendez-vous en direct ou si vous avez d'autres rendez-vous entre 11h et midi, vous pouvez revoir en rattrapage cette session très prochainement sur la chaîne YouTube de RH Matin. J'ajoute également qu'il y a des documents qui seront présentés à l'occasion de ce webinaire par Indeed, notamment l'étude. Si vous souhaitez la recevoir directement, n'hésitez pas à nous en parler sur le canal de discussion. En nous laissant votre adresse email, on pourra vous envoyer les éléments, il n'y a aucun problème. Après cette introduction, nous allons entrer dans le vif du sujet avec Thibaut Maire. Bonjour Thibaut. Bonjour Philippe. Alors Thibaut, c'est toi qui vas nous guider dans l'observation de ce phénomène observé aux États-Unis, la grande démission. Concrètement, est-ce que tu pourrais nous donner des éléments sur ce phénomène qui a émergé aux États-Unis
Qu'est-ce que tu peux nous donner les grandes tendances? Commençons effectivement par là, même si tu l'as déjà dit, Philippe, tu as déjà donné les grandes lignes, les fameux 20 millions de personnes. Ce qu'on observe, effectivement, il y a différents noms, tu l'as dit, le Great Reshuffle, Great Resignation, Great Realization aussi pour certains. Le phénomène américain, c'est 20 millions d'Américains qui ont démissionné. Pour mettre un peu dans le contexte, on a au début des années 2010, on a à peu près 2 millions et quelques personnes qui démissionnent tous les mois. Et puis d'un coup, on passe à plutôt 4 millions et demi qui démissionnent tous les mois en 2021 et en 2022. Donc c'est un vrai phénomène. On va, tu l'as déjà dit dans l'introduction, mais on va essayer de tempérer tout ça et de vérifier si ça s'applique vraiment à la France. C'est une somme de plein de choses. D'abord, ce sont des départs à la retraite anticipés, donc des gens qui s'éloignent durablement du travail, qui prennent leur retraite un peu plus tôt. C'est aussi beaucoup de jeunes qui se sont éloignés de l'emploi, soit temporairement, mais de façon assez longue, soit peut-être définitivement. Et c'est notamment sur des actifs qui travaillaient dans des secteurs assez pénibles. La première chose, et on y reviendra, mais c'est qu'effectivement, il y a déjà une très grosse différence entre la France et peut-être même l'Europe et les États-Unis, c'est la façon avec laquelle les pouvoirs publics ont répondu potentiellement au chômage partiel provoqué par la crise Covid. Donc, en France, on a maintenu les gens dans l'emploi avec le principe de chômage partiel payé avec la participation des pouvoirs sociaux. Et puis de l'autre côté, aux États-Unis, simplement, on a laissé les gens quitter leur emploi et potentiellement ils ont touché des chèques directement. Mais il n'y avait plus d'emploi à la clé, leur emploi avait été détruit temporairement ou définitivement pour certains. Donc ça, c'est le phénomène américain qui est ce qu'il est. Mais effectivement, ça va être intéressant de le comparer avec la France, puisqu'on entend beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui sur le marché. Chez Indeed, on a la chance d'avoir beaucoup d'informations sur le marché du recrutement. Et si on ramène ça au phénomène peut-être français, aujourd'hui, on a effectivement un contexte qui est assez propice aux démissions. D'accord ? Et ce contexte, il est propice aux démissions à cause de ces deux chiffres que vous voyez, enfin de ces deux éléments de données que vous voyez. Le premier, c'est l'augmentation très importante du volume d'offres d'emploi disponibles. Ça vous donne une idée ici. Ce que vous voyez, c'est l'évolution de ce chiffre, avec ce qu'on a d'abord connu, c'est un écroulement. Donc vous, employeurs, les entreprises ont cessé leur recrutement. Et du coup, on est remonté après, notamment le premier confinement, très lentement, jusqu'à il y a à peu près un an. Donc, on est revenu dans le vert, il y a à peu près un an, fin mai, début juin 2021. On a retrouvé un volume d'offres d'emploi sur Indeed en France qui était similaire à celui qui existait sur Indeed en France en février 2020. Et depuis, comme vous pouvez le constater, ça ne fait que monter. Et aujourd'hui, on a presque entre 45 et 50% d'offres d'emploi supplémentaires disponibles. Dans le même temps, on a un taux de chômage qui est au plus bas depuis un certain temps, donc depuis 2008. Pour faire très concret, si aujourd'hui je suis un chercheur ou une chercheuse d'emploi, que je m'intéresse, même si je m'intéresse simplement à l'emploi, j'ai à ma disposition, j'ai quasiment une moitié d'offres d'emploi en plus à ma disposition. Donc ça, c'est un phénomène qui est très important, c'est la multiplication finalement des opportunités pour les candidats et les candidates aujourd'hui. D'accord ? Et cette multiplication d'opportunités, elle s'effectue dans le contexte de l'après-Covid. Et tu l'as mentionné dans ton introduction, Philippe, ça a été une vraie prise de conscience pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'actifs français. Il y a eu une vraie prise de conscience au pic de la crise, mais du coup aussi après, qui a été propice à une réflexion chez certains actifs, certains travailleurs et travailleuses en France, salariés, sur leur rapport au travail, leur rapport à leur entreprise, à leur employeur, et peut-être sur une réévaluation des priorités. Donc cette notion notamment
d'équilibre vie pro, vie perso, donc vie professionnelle et vie personnelle, a été remis sur la table, notamment, là aussi tu l'as dit, mais avec le télétravail qui était massivement adopté, qui continue à l'être dans les entreprises, même si c'est évidemment partiel maintenant, mais qui est bien présent et qui est propice pour chacun et chacune à se reposer des questions. Et puis il y a la période très dure du Covid, les confinements successifs, et notamment le premier, on fait prendre conscience à certains de phénomènes d'épuisement professionnel, qui est parfois qualifié aussi de burn-out dans des cas particuliers. Peut-être qu'on s'est aussi rendu compte que son management, son leadership n'était pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait, d'accord, et que peut-être le bien-être au travail en entreprise c'était important. Voilà, et donc il y a cette prise de conscience. Donc un rapport au travail qui a été bouleversé et effectivement qui se traduit pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans le recrutement aujourd'hui et qui ont affaire à des candidats aujourd'hui, peut-être que vous vous en rendez compte dans vos interactions humaines au quotidien, mais des relations recruteurs-candidats, mais aussi employeurs-salariés qui ressemblent de plus en plus à une approche un peu consumériste. Voilà, on cherche tout de suite un bénéfice immédiat. Ça, c'est le contexte français, post-Covid, une reprise très, très, très dynamique. Et dans le même temps, cette prise de conscience qui s'est effectuée dans la tête d'une très grande partie des candidats et des candidates aujourd'hui. Oui, donc effectivement, ça fait déjà pas mal d'éléments, Thibaut, que tu nous as transmis à la fois sur ce qui se passe aux États-Unis et finalement quel est le miroir que l'on observe en France. Alors, il y avait une question qui est passée sur le canal de chat, en savoir quel était le niveau de population active aux États-Unis. Alors, du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder sur Internet exactement quels étaient les niveaux. Alors, j'ai quelques informations à vous fournir. Alors, selon Statista, 63,6% de la population américaine est apte à travailler, donc active sur le marché du travail, en sachant que la population globale des États-Unis est d'environ 332 millions d'habitants. Donc, ça vous donne déjà à peu près une idée de l'impact de cette grande démission aux États-Unis. Et c'est vrai que pour revenir sur la partie France, on pourrait se poser la question sur ce cycle de croissance, notamment en termes de volume d'offres d'emploi. Est-ce que finalement cette situation pourrait perdurer au regard du contexte économique qui bouge beaucoup dans l'état actuel, notamment en raison de l'inflation, mais aussi de la croissance du PIB qui est vraiment très, très plate en l'état actuel, pour ne pas dire proche de zéro. Est-ce que finalement, on n'arrive pas à un pic d'activité peut-être de l'année avec un possible retournement de situation du contexte économique en France pour la deuxième partie de l'année? C'est effectivement une vraie question, Philippe, et je me garderai bien ici de faire de la prospective, mais c'est une vraie question, il faut le garder en tête. Il faut garder aussi en tête qu'il y a une vraie saisonnalité française du marché de l'emploi, qu'il y a une véritable pause estivale qui s'effectue à la fois côté employeur, côté recrutement, mais aussi côté candidat. Donc, il y a tous les ans une petite pause qui s'effectue. Les candidats arrêtent de chercher, en tout cas font une petite pause et ensuite recommencent à rechercher un peu plus tard dans l'été. Et de la même manière, les campagnes de recrutement aussi s'arrêtent pour certains. Et puis, il y a des secteurs d'activité, évidemment, qui sont, en ce moment, il y a un pic également dans certains secteurs d'activité bien précis autour de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme en général. J'entendais ce matin notamment l'aéroport de Paris qui est à la recherche d'énormément de nouveaux personnels pour pouvoir faire face au fait que ça y est, on est revenu à 95% du niveau d'activité sur les aéroports de Paris en 2019. Donc voilà, on arrive à des niveaux équivalents. Donc je vais pas faire de prospective, Philippe. Je pense qu'il faut être effectivement très attentif et très prudent sur ce phénomène et bien observer sur ce qui se passe sur le marché du recrutement dans les prochaines semaines, prochains mois, au regard exactement de ce que tu as mentionné, qui est peut-être que c'est un pic, la situation internationale est ce qu'elle est. Nous, on observe très régulièrement les chiffres que vous voyez sur l'évolution, que je vous ai montré juste avant, sur l'évolution du volume d'offres d'emploi. Ils sont disponibles sur le site de notre le Hiring Lab, le site de notre institut d'études économiques qui utilise les données d'Indeed.
Alors aussi dans les éléments d'après-Covid, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'on est sorti de la Covid-19? Ça encore, il y a quand même quelques incertitudes en la matière. Mais est-ce que finalement, il y a d'autres phénomènes qui apparaissent de manière connexe avec cette tendance à la démission, notamment dans les comportements de candidats? Je crois que du côté d'Indeed, vous observez aussi quand même une tendance à la montée du ghosting, hein, le fait de ne pas se présenter soit aux entretiens, soit de se rendre directement à son poste alors qu'on a été embauché. Vous voyez des éléments dans ce sens-là? Oui, on a effectivement pas mal de retours d'expérience et peut-être vous les uns et les autres, si vous êtes recruteur ou recruteuse, vous l'observez, de phénomènes effectivement qui existaient, hein, mais à la marge et qui sont peut-être plus présents aujourd'hui. Tu l'as mentionné, le ghosting candidat en état, qui est le fait pour un candidat d'aller presque au bout du processus, et puis finalement d'arrêter de répondre aux sollicitations alors que le parcours est engagé, ou simplement de ne pas répondre aux sollicitations alors même que le candidat ou la candidate avait fait ce premier pas. Donc c'est ce qu'on observe, et dans certains secteurs d'activité, on l'observe même avec des recrutés, pas simplement des candidats, des gens qui sont recrutés et qui viennent simplement ne se présentent pas le jour J. C'est effectivement des phénomènes qui existent. Il faut éviter de généraliser, mais de ce que nous voyons, il y a effectivement ces phénomènes-là. Chez Indeed, nous, ça fait assez longtemps qu'on pense qu'il faut raccourcir un maximum, hein, ce parcours de candidature, et justement éviter tous ces freins qui pourraient finalement faciliter le phénomène de ghosting. Voilà, donc on a aussi mis en place des solutions sur ça. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, et je vais me permettre peut-être d'avancer un peu pour justement revenir à ce contexte français. Et en France aujourd'hui, il y a effectivement ce contexte de démission. Il est massivement présent dans la tête des candidats. Et j'ai vu des commentaires dans le chat je pense qu'on va y répondre plus tard, sur peut-être la comparaison n'est pas adéquate, je pense, dans ce qui a été dit dans les commentaires. Peut-être que la comparaison entre la France, l'Europe et les États-Unis n'est pas adéquate. On a déjà donné des éléments qui vont dans ce sens, hein, qu'effectivement, c'est pas tout à fait adéquat. Et puis il y a d'autres éléments qui peuvent effectivement mettre en comparaison. Là, tu l'as mentionné en introduction, Philippe, on a interrogé entre fin avril et début mai des actifs français, des salariés français, sur ce phénomène de démission et sur notamment l'envie de démissionner. D'accord ? Et finalement, cette envie, elle est présente, mais c'est finalement une réalité qui ne concerne absolument pas la totalité des actifs. Donc, on a à peu près 40% qui considèrent que c'est effectivement un bon moment pour démissionner. Et c'est à mettre en relation avec le volume d'opportunités disponibles. D'accord ? Il y a 70%, hein, donc un peu plus de 2 tiers qui pensent, et qui pensent assez régulièrement. Et aussi, si on veut vraiment comparer deux contextes, on va dire pré-Covid et post-Covid, avec toutes les nuances que tu as apportées de manière très juste, Philippe, avec 35% d'actifs, de salariés qui nous disent qu'ils y pensent plus aujourd'hui qu'ils n'y pensaient avant. D'accord ? Avec des nuances entre les tranches d'âge, bien entendu, et certaines catégories de salariés. Donc, bien sûr, tout ça, c'est un portrait à la brosse. Il y a évidemment des cas particuliers. Mais dans l'ensemble, on voit qu'il y a une envie qui existe parmi les salariés français ou françaises aujourd'hui. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, je me permets d'insister, Thibaut, sur la fraîcheur de l'étude. L'étude OpinionWay a été réalisée en mai 2022, donc vraiment, on colle un maximum au contexte actuel, parce que naturellement, c'est quand même un élément à prendre en compte vu les changements d'humeur de l'opinion publique que l'on peut avoir. Donc, c'est vraiment une étude très fraîche que Indeed présente. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas nier que l'envie de démissionner est quand même assez importante en l'état actuel. On peut être marqué quand même par le fait qu'il y en a 16% qui pensent tous les jours quand même à démissionner, oui. Ce qui est quand même un quota non négligeable, certes minoritaire, mais non négligeable à prendre en compte.
Et puis, on peut aussi corréler ça aussi à des taux de turnover qu'on voit actuellement en entreprise. Récemment, on parlait d'une grande ESN française qui affichait quand même un taux de turnover de 25%. C'est quand même des taux qui sont quand même très, très importants. Alors, c'est peut-être lié aussi au secteur technologique, mais je pense que du côté des entreprises, dans leur ensemble, c'est aussi un indicateur que l'on surveille à une grande attention. Absolument, il y a vraiment, il y a d'une part l'envie, et puis ensuite il y a certaines réalités, dont celle que tu viens de citer sur cette grande ESN qu'on retrouve ailleurs. Et vraiment pour revenir à ce qu'on disait sur le changement de perception, effectivement, quand on les interroge sur finalement, pourquoi en fait cette envie de démission, quel est ce nouveau peut-être rapport au travail, eh bien en fait on s'aperçoit que effectivement, la perception des Français sur les opportunités potentielles qui s'offrent à eux potentiellement, mais aussi de leur rapport aux entreprises et aux recruteurs a pas mal changé. Donc d'abord, et ça va peut-être avec ce que tu disais sur le phénomène de ghosting, mais il y a plus de la moitié qui pensent qu'aujourd'hui, plus qu'avant, ils peuvent imposer leur souhait aux recruteurs. Et ça, je pense que certains d'entre vous, encore une fois, le vivent tous les jours. Il y a la moitié qui se sentent moins attachés à leur entreprise qu'ils ne l'étaient avant. Donc ça, c'est très probablement à mettre en lien avec des salariés qui ont peut-être ressenti ou vécu un manque de soutien de leur management au pic de la crise. Ou peut-être aussi simplement le fait que de nouvelles opportunités apparaissent fait qu'on est moins attaché à son entreprise. Il faut voir aussi les actifs, les candidats et les candidates comme des libres participants à un marché. Et donc forcément, plus il y a d'opportunités, plus il y a cette possibilité d'aller vers d'autres entreprises. Et ça se retrouve dans ce qu'ils nous disent, c'est que la moitié, un peu moins de la moitié, pense que c'est plus facile aujourd'hui de trouver un emploi qui leur correspond vraiment. Et ça, c'est à mettre en relation directement avec le volume d'offres d'emploi disponibles, tout simplement. Plus il y a d'offres d'emploi disponibles, si je suis un candidat ou une candidate relativement rationnel, plus je me dis qu'il y a peut-être dans ce lot d'offres d'emploi disponibles, il y a quelque chose qui est fait pour moi. Et on va peut-être tout de suite tempérer ce qu'on vous dit depuis quelques minutes maintenant, il y a un phénomène qui existe aux États-Unis, qui est différent, on l'a déjà expliqué. Il y a une reprise très forte, donc qui crée de nouvelles opportunités, et donc le sentiment, mais qui est aussi une réalité pour certains candidats et candidates, tu l'as mentionné, sur des secteurs, sur des métiers pénuriques, technologiques, mais pas uniquement. Ces nouvelles opportunités, le traitement qui a été fait par leurs employeurs de leur travail pendant le Covid, crée une envie plus fréquente de démissionner, un rapport au travail, à l'emploi, à l'entreprise qui change, et puis simplement une réalité nouvelle, un rapport de force qui est soit inversé, soit rééquilibré entre moi, candidat ou candidate, et le recruteur ou la recruteuse qui sera en face de moi. La réalité, malgré tout, une fois qu'ils ont dit qu'il y a une volonté de démissionner, qu'on y pense régulièrement, qu'on y pense plus régulièrement qu'avant, eh ben, il existe en fait pas mal de freins. 80% des Français, un tout petit peu moins, nous parlent d'au minimum un frein à la démission. On les a regroupés en 3 familles. D'abord des freins purement matériels, qui prouvent quand même que les candidats et les candidates sont les actifs, les salariés sont des êtres rationnels, des freins matériels. Évidemment, si on a un crédit en cours de remboursement ou même un projet immobilier, c'est plus facile d'aller voir sa banque lorsqu'on n'est plus en période d'essai, lorsqu'on a un CDI, etc., plutôt que lorsqu'on vient de s'embarquer dans un nouveau projet professionnel, que peut-être on n'a pas encore une visibilité totale sur le maximum de sa rémunération dans ce nouvel emploi, etc., etc. Donc ça, c'est la première grande famille, c'est des freins matériels. La deuxième, ce sont des freins psychologiques. Malgré l'explosion de nouvelles opportunités, presque 50% d'offres d'emploi supplémentaires à la fin mai sur Indeed en France, on a quand même des freins psychologiques avec un petit tiers des actifs qui nous disent que en démissionnant et donc en
s'embarquant dans un nouveau projet professionnel, il y a quand même une peur de se confronter à un échec, parce que malgré tout, la période d'essai, ça existe, c'est fait pour les candidats et c'est aussi fait pour les employeurs. Et donc, on a peur de se confronter à un échec. Donc ça, ce sont des freins très importants qui vont limiter, malgré, encore une fois, l'explosion des opportunités, c'est de la volonté existe, mais ensuite, rationnellement, on se dit, peut-être que c'est pas le bon moment, ni matériellement, ni psychologiquement, pour moi, de m'engager dans ce nouveau projet professionnel. Puis le dernier, qui est sûrement peut-être à la fois psychologique et matériel, sont les freins qui sont liés à l'âge. En fait, on observe que plus on monte en âge, plus on voit ce frein important à la démission. Donc on se dit que ça devient trop risqué de démissionner. C'est probablement à mettre en rapport avec le taux d'emploi des seniors ou des gens qui sont en dernière partie de carrière en France, qui n'est pas forcément très fameux. Je n'ai malheureusement pas le chiffre en tête, mais on se dit, bah non, en fait, c'est pas le bon moment pour démissionner. Il y aurait en moyenne une espèce d'âge limite qui serait perçu, qui serait à 46 ans. Voilà, à partir de 46 ans, ça devient très, très, très compliqué de démissionner pour moi. Mon attractivité n'est plus trop là. C'est ces trois familles, et c'est quand même important, 80% nous évoquent au moins un de ces freins. Donc qui vont les empêcher, ou en tout cas, ils les identifier comme ça, je ne suis pas sûr que je puisse démissionner, soit parce que j'ai le projet d'acheter, soit parce que je ne suis pas sûr de vouloir de me remettre d'être dans une situation d'échec potentiel, ou alors j'estime que je suis trop vieux ou trop âgé pour me lancer dans un nouveau projet professionnel. Alors ça, effectivement, on observe ces tendances du côté des candidats potentiels démissionnaires qui seraient tentés d'aller voir d'autres entreprises. Du côté des entreprises, étonnamment aussi, quelque part, on s'organise aussi pour lever ces freins. On parlait notamment du cas de cette société qui avait levé la période d'essai, finalement, pour inciter les candidats à franchir le pas plus rapidement. Donc, on voit bien qu'il y a des mouvements dans les deux sens, côté candidat et côté entreprise, pour lever ces obstacles, finalement, pour fluidifier un peu plus le marché du travail. Absolument, je pense qu'on peut nommer l'entreprise, c'est quelque chose de public, c'est le groupe SOR qui a effectivement depuis, je crois que ça fait un peu plus d'1 an, et donc il y a des premiers retours d'expérience qui sont en train d'être faits, qui a levé la période d'essai pour pouvoir être plus attractif, et notamment comme ils sont amenés à créer de la mobilité géographique chez certains talents, leur permettre plus facilement de louer quelque chose. S'il n'y a pas de période d'essai, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on crée son dossier pour louer un bien immobilier. Et donc pour se loger, c'est pas la seule raison, bien entendu. C'est aussi pour créer un engagement maximal du collaborateur ou de la collaboratrice dès le début de la relation. Mais on voit qu'il y a des entreprises qui ont bien pris conscience de ces freins à la mobilité qui existent chez certains actifs français. Encore une fois, des freins matériels, psychologiques ou qui sont liés à l'âge. Revenons un petit peu à nos fameuses démissions et peut-être revoyons un peu le contexte français. Qu'en est-il aujourd'hui finalement des démissions en France en ce moment? Parce qu'on a parlé des États-Unis, on a parlé du contexte économique d'une reprise en France et dans le monde avec de forts volumes d'offres d'emploi. Maintenant, c'est quand même intéressant de noter, est-ce que nous déjà, dans les faits, on voit, quand je dis nous, c'est la France, on voit ce phénomène de démission qui serait massif ou aussi massif peut-être qu'aux États-Unis. On a déjà pas mal tempéré. On va aller un petit peu plus loin maintenant. Donc, selon les chiffres de la DARES, donc c'est l'entité on va dire data du ministère du Travail, on voit que le volume de démissions en France, CDD et CDI, il est effectivement en hausse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut le mettre en lien avec finalement le taux de chômage ou la reprise économique. On voit que finalement, entre la période 2015-2020, ce volume de démissions, CDD et CDI, il a augmenté ou il est resté relativement élevé par rapport à des périodes précédentes. Et puis on voit effectivement un écroulement sur la période 2020-2021 et puis une reprise en 2021 de ce phénomène de démission. Donc clairement, il y a une corrélation qui existe entre il y a
il y a des opportunités qui existent, il y a donc des démissions plus importantes. D'accord ? Ce qui peut être intéressant à noter sur le phénomène actuel de démission de CDD et de CDI, c'est qu'il y a aussi probablement un phénomène de rattrapage. C'est-à-dire qu'un certain nombre de salariés avaient peut-être mis en pause leur projet de démissionner à cause de la période d'incertitude 2020-2021, pour faire large. Et puis, dans la seconde partie de l'année 2021 et en 2022, cette période d'incertitude s'est dissipée avec une forte reprise, avec beaucoup de news, de nouvelles autour de la pénurie de main-d'œuvre dans tel ou tel secteur d'activité. Et donc, certains projets qui avaient été mis entre parenthèses sont réapparus avec ce phénomène de reprise. Et comme tu le disais, effectivement, puisqu'on a vu que dans une période d'incertitude, les candidats ont arrêté de démissionner, on peut aussi imaginer que si ça venait à se reproduire, pour n'importe quelle raison, il y aurait aussi moins de démissions en France. D'accord ? Et on voit qu'il n'y a pas ce phénomène aussi massif qui peut exister aux États-Unis. Donc, le slide, c'est intéressant parce que ça concerne à la fois les CDD et les CDI, donc c'est plutôt des emplois stables. Et donc, il y a clairement quand même une tendance à la hausse avec une reprise post-crise, comme clairement indiqué sur le slide. Et je crois que sur le dernier trimestre 2021, uniquement sur les CDI, la comparaison avec 2019 était assez impressionnante. Il y avait quand même un bond du volume de démissions de CDI, mais encore une fois, qui est très probablement à mettre en relation avec nouvelles opportunités qui existent et phénomène de rattrapage. C'était des démissions qui auraient pu se faire dans les 18 mois précédents, mais qui n'ont pas eu lieu et donc qui se sont faits plus tard, après la période, on va dire, forte du Covid. Ça marche, Thibaut. Je propose d'avancer effectivement sur la suite de ton exposé. Est-ce qu'on est en mesure finalement de démissionner sans rien derrière, tout sans plan B, comme c'est clairement indiqué. Est-ce qu'on est aussi audacieux que ça en France ? Alors, je vais peut-être éviter de dire qu'on est plus ou moins audacieux, mais quand on a interrogé ces salariés, donc ils nous ont parlé de leurs envies de démissionner. On a vu ensuite les freins qu'ils avaient identifiés et peut-être un des freins majeurs, mais surtout qu'est-ce qui fait qu'on est peut-être poussé à démissionner, c'est aussi est-ce qu'on a un plan derrière, d'accord ? Ce plan B qui s'affiche sur la slide. La réalité, quand on interroge les Français, finalement, on a presque les 3/4 qui nous disent que leur capacité à démissionner sans projet est inexistante, ou s'il y a justement il n'y a pas de projet, je ne vais pas démissionner, ou je vais probablement pas démissionner. Donc, ça peut être évidemment un nouvel emploi, une nouvelle offre d'emploi. Ça peut être aussi d'autres projets. Dans la vaste majorité, il s'agit bien sûr de nouvelles offres d'emploi. Ça peut être aussi des projets personnels, soit entrepreneuriales ou autres, qui permettent qui peuvent amener certains actifs à mettre entre parenthèses ou à relancer leur carrière de manière différente. Donc on voit que les Français, les actifs français sont, encore une fois, probablement des êtres rationnels, si on veut mettre dire les choses de manière un peu positive, ne vont pas démissionner si, en tout cas, n'ont pas l'intention de le faire, s'il n'y a pas de réel projet derrière. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant et je pense que c'est une première nuance, c'est une autre nuance à apporter avec ce qui a pu se passer, ou ce qui se passe encore peut-être aux États-Unis aujourd'hui, avec d'autres phénomènes, le traitement des salariés et des actifs étant aussi bien sûr très différent. Mais en France, il y a une envie de démissionner, il y a des freins qui sont identifiés. Peut-être que le premier frein, c'est avoir ou non un autre projet derrière. Et la réalité, c'est que pour les 22% ou les 6% qui nous disent que oui, ils seront prêts à démissionner sans projet ultérieur, c'est peut-être aussi les 16% dont tu parlais tout à l'heure, que tu avais noté tout à l'heure, Philippe, qui pensent tous les jours à démissionner. Donc c'est peut-être tout à fait, oui. Voilà, très échaudés. J'étais en train de faire la corrélation effectivement sur les 16% qui souhaitaient, qui envisageaient de démissionner chaque jour.
Et finalement, avec le ratio que l'on voit sur le slide, 6% qui sont prêts à démissionner sans projet ultérieur. Donc, il y a quand même un petit fossé quand même entre y penser et vraiment passer à l'acte, mais c'est assez intéressant. Et pour conclure sur, enfin pas pour conclure, mais pour finir peut-être de vraiment décorréler ce phénomène du phénomène américain, c'est un indicateur qui est très important, qui est le taux d'activité. C'est le taux de participation de la population active, donc le volume de personnes en âge de travailler, qui sont soit en recherche d'emploi, soit qui travaillent aujourd'hui. Et même si vous voyez que ce taux en France, il est plus bas que certains de nos voisins ou plus ou moins éloignés, la réalité, c'est pas forcément très très perceptible ici, mais on voit que ce taux, il est plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était avant la crise. D'accord ? Même si là, les chiffres sont toujours un peu plus longs à compiler pour les différentes organisations et organismes statistiques, la réalité, c'est qu'en France, on a retrouvé un taux d'activité qui est très élevé. Et du coup, on peut en conclure qu'il n'y a pas de phénomène de grande démission si on considère que la grande démission, c'est aussi et principalement, en fait, c'est ça qui était à la base de la grande démission, c'est des gens qui se sont éloignés de manière assez durable du marché de l'emploi. Donc, encore une Alors, fois, on va très revenir effectivement, Thibaut, sur la partie taux d'activité dans le slide suivant. Ah, Vous pardon, je pensais présentez. l'avoir passé. Merci beaucoup. Pas de souci, Thibaut. Je suis là pour regarder où on en est sur le suivi et le déroulé. Donc oui, effectivement, sur cette dimension de taux d'activité en France, là, du coup, il y a une comparaison au niveau européen et même au niveau aux États-Unis pour voir quels sont les différents taux d'activité. Et on Et voit donc, un on petit voit rebond effectivement français, qu'il y a une quoi. spécificité en France. Voilà, exactement. En fait, on voit avec nos voisins néerlandais aussi, et c'est intéressant de voir que d'autres pays en Europe où n'ont pas encore retrouvé les taux d'activité qui étaient équivalents à ceux de avant la crise. Avec certains où c'est même en déclin. On pense notamment à l'Allemagne et aux États-Unis, très probablement du fait du vieillissement de la population, d'accord, qui fait qu'il y a une partie des gens qui qui ont anticipé leur départ à la retraite, alors même qu'ils sont potentiellement encore en âge de travailler, mais ils décident de s'éloigner de manière temporaire et longue, ou peut-être définitive pour certains, du marché du marché du travail de leur pays respectif. Alors qu'en France, on n'a pas ce phénomène. On a au contraire un taux d'activité qui est très élevé. Par rapport à même la décennie précédente. Donc c'est un phénomène qui est très important, ce qui met aussi en parallèle, ce qui explique aussi les difficultés de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a un taux de participation qui est très élevé, de forts besoins en recrutement pour certains secteurs d'activité, mais du coup, il n'y a pas, particulièrement de nouveaux candidats ou candidates qui se sont créés et qui sont arrivés sur le marché. Il y en a, mais pas suffisamment pour absorber la demande actuelle, en tout cas, de recrutement des différents employeurs en France. Donc ça, c'est une autre très importante nuance à faire. Il n'y a pas d'éloignement extrêmement durable et massif du marché de l'emploi comme on a pu le connaître aux États-Unis, d'accord, où on le voit d'ailleurs, même si les graphes sont petits, on voit bien qu'ils sont à des taux d'activité en 2021 qui étaient sensiblement inférieurs à ce qu'ils étaient en 2020, juste avant le Covid. Et juste Thibaut, en guise de commentaire sur les taux d'activité, c'est vrai qu'avec le nouveau gouvernement qui songe à parvenir au plein emploi en France, c'est assez intéressant de voir quel est le niveau d'activité en l'état actuel et quelle est la marge de manœuvre finalement quelque part pour arriver à ce fameux plein emploi en France. On est au niveau on est au début du quinquennat. Lors du précédent webinaire Indeed, on avait justement évoqué les principaux enjeux de ce nouveau quinquennat sur le marché du travail. Ça serait intéressant de voir comment ça va évoluer sur les 5 prochaines années. Absolument. Et je crois on va sûrement arriver aux commentaires. Il y en a beaucoup qui vont aussi dans ce sens sur le taux de participation de la population active. Peut-être qu'il y a, le taux d'activité, mais il y a peut-être aussi des choses à aller chercher dans les fameux freins liés à l'âge. Donc ça, c'est des gens qui sont déjà en emploi et qui veulent démissionner, mais il y a aussi des gens en France qui s'éloignent de l'emploi, peut-être plutôt que
plutôt que prévu, alors qu'il y a des poches de talent très certainement à trouver aussi chez les entreprises, chez les personnes qui sont dans la dernière partie de leur carrière, dans leurs dernières années de vie active. Et peut-être pour conclure, avant de passer aux questions-réponses, il y en a beaucoup qu'on va pouvoir revoir. C'est pour condenser un peu ce que je viens de vous exposer, c'est qu'il y a le phénomène, c'est surtout et principalement le reflet d'un malaise des salariés qui, de l'autre côté, ont aussi davantage d'opportunités. Donc, il y a beaucoup d'offres d'emploi disponibles. Donc, forcément, je vois des offres d'emploi disponibles, je vois des nouvelles opportunités, je suis plus amené à démissionner. Mais malgré tout, on sait qu'il y a des freins et il n'y a pas de phénomène de grande démission équivalent à ce qu'on peut voir aux États-Unis. Donc effectivement, je crois que c'était un des commentaires qu'on a pu voir initialement. La comparaison est probablement pas adéquate en France parce que même s'il y a une hausse des démissions qui est à mettre totalement en corrélation avec ce qu'on peut voir ailleurs ou précédemment dans des périodes de croissance économique, finalement il n'y a pas ce grand phénomène américain d'éloignement long, voire définitif du marché du travail. Et dans ce contexte, effectivement, c'est probablement à la fonction RH d'aller de créer des passerelles entre les salariés, les candidats et les candidates et les dirigeants d'entreprise pour essayer de rééquilibrer un peu le rapport qui peut exister entre l'entreprise et les collaborateurs, pour peut-être ne pas être dans une approche totalement consumériste de la relation. Le candidat, il sait qu'il peut vous demander plus parce qu'il est dans un marché qui est très porteur. Mais même quand potentiellement on sortira de cette période extrêmement tendue, d'avoir des rapports qui sont beaucoup plus équilibrés et qui permettent de valoriser un engagement de plus ou moins longue durée dans l'entreprise et la possibilité aussi de mobilité d'une entreprise à une autre, d'un secteur d'activité à un autre, d'un lieu géographique à un autre, qui est aussi probablement, on le disait avant le Covid, les deux clés du plein emploi en France, c'est la mobilité sectorielle, donc le fait d'exporter ses compétences dans d'autres secteurs, et aussi la mobilité géographique. Les gens ne se trouvent pas toujours là où l'emploi est présent. Donc voilà. Donc il n'y a pas de phénomène de grande démission en France, mais il y a bien sûr plus de démissions en France aujourd'hui qu'il n'y en avait avant, mais c'est à mettre en relation avec contexte post-Covid et de nouvelles opportunités à disposition. Merci Thibaut pour l'ensemble de ces éléments. Effectivement, c'était important de rappeler qu'il est difficile de comparer la situation du marché du travail aux États-Unis par rapport à ce qui se passe en France, tant les pratiques sont différentes et la réglementation est différente. Mais néanmoins, c'est vrai que ce phénomène de grande démission, on en voit quand même une répercussion en France qui est assez intéressante à scruter en l'état actuel, en sachant que on n'est pas encore arrivé au bout de ce phénomène. Ça s'est déroulé aux États-Unis depuis 2020-2021, mais on sait bien qu'il y a souvent quand même des décalage, effets de retardement le temps que ça arrive sur d'autres marchés. Thibaut, sur cette dimension de grande démission, tu as commencé à l'évoquer juste avant, mais le rôle du DRH finalement dans ce contexte, finalement, ça doit l'interpeller quelque part. Comment est-ce qu'il peut se parer à l'impact de cette grande démission comment finalement se préparer à une potentielle vague finalement de démission dans les grandes entreprises. Quelle riposte peut-on préparer en interne? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et je me garderai bien, il n'y a probablement pas de réponse universelle, je me garderai bien d'avoir des formats taille unique pour tout le monde. Je pense qu'il y a une première chose, l'entreprise doit bien prendre en considération les phénomènes économiques, c'est-à-dire notamment l'inflation. Nous, on s'aperçoit
véritablement au moins à l'étape du recrutement, que la question de la rémunération est extrêmement importante. Donc ça, on est obligé de le dire, hein. Désolé, c'est un peu souvent voilà, on se cache un peu derrière son petit doigt parfois. C'est une réalité. La rémunération est une vraie préoccupation des Français en général, puisque le pouvoir d'achat est central dans le débat public en ce moment. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Et puis aussi, mettre en place le maximum d'initiatives qui permettent notamment, pour revenir à la réponse post-Covid et des phénomènes qu'on a pu voir d'épuisement professionnel, de rapport à l'entreprise, de réflexion personnelle, de mettre en place un maximum d'initiatives qui permettent aux collaborateurs de s'épanouir dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Ce qu'on met sous l'étiquette équilibre vie pro, vie perso, qui peut prendre de formes très diverses et variées. Évidemment, il y a une première partie qui est un premier volet qui est le télétravail pour les métiers du tertiaire. Voilà, il y a plein d'initiatives, mais c'est être très attentif au bien-être de ces collaborateurs pour maximiser aussi leur engagement et leur fidélisation. Et ensuite, au passage, c'est des choses qu'on peut ensuite mettre en avant pour améliorer sa marque employeur et sa marque recruteur. Ça permet aussi les choses qu'on fait bien à l'intérieur, il faut aussi les montrer à l'extérieur pour attirer de nouveaux candidats aussi pour les métiers qui le demandent. Donc je pense que c'est les deux grands volets, le volet très pratico-pratique de la rémunération et l'autre volet qui est de donner un maximum d'initiatives qui permettent de rééquilibrer vie pro, vie perso. Et alors, c'est vrai que dans les réactions, dans le fil de questions, le slide sur la question de l'âge a fait réagir pas mal de participants, hein. Je reprends celle-ci, notamment 46 ans, hein, tu sais, le frein que tu avais cité dans ton slide qui pouvait freiner les démissions. Ce participant a dit 46 ans. À cet âge-là, il nous reste encore peut-être 15 à 20 ans à travailler. Sûr. Alors, comment lever ce frein côté candidat et comment faire bouger les lignes du côté des entreprises et des recruteurs ? Alors, je ne peux que abonder dans ce sens, même si j'ai pas encore atteint cet âge-là. Je confirme que c'est effectivement vous utilisez le mot de gâchis, c'est effectivement un gâchis. Et quand on met ça avec le taux d'activité et les difficultés à recruter, les pénuries de certains, on peut se dire qu'il y a une vraie poche de talent qui existe chez je n'ose pas les appeler des seniors, ils ne le sont pas encore, hein, mais des personnes qui sont dans leurs dernières années de vie active, de vie professionnelle, effectivement. Donc, je pense qu'il faut potentiellement, là aussi, avoir des initiatives dédiées. On entend beaucoup des entreprises qui ont des initiatives pour attirer des jeunes diplômés, des jeunes tout court, etc. On peut imaginer d'avoir, lorsqu'on a identifié qu'il existe des talents dans cette classe d'âge, entre guillemets, d'avoir des initiatives propres pour les attirer et justement abaisser cette barrière. Parce que cette barrière, elle existe chez les candidats probablement pour une raison, c'est qu'elle doit aussi exister chez certains employeurs et recruteurs. Donc c'est important d'abord de faire tomber la barrière côté employeur-recruteur pour ensuite faire tomber ce frein qui est probablement aussi un frein psychologique, hein. Je pense que je ne suis plus attractif parce que j'ai atteint cet âge-là, donc j'ai probablement pas démissionné. Je préfère rester là où je suis. Oui, il y a des initiatives très clairement dédiées qui peuvent être mises en place dans certains secteurs d'activité pour attirer ces talents, bien entendu. Et je suis entièrement d'accord, c'est un gâchis. Et ceux qui ont basculé finalement, qui ont franchi le pas en démissionnant et finalement qui sont partis pour une autre activité, j'ai toujours le même participant, d'ailleurs c'est ce même participant, CD, qui nous demande est-ce qu'on a des éléments sur le premier retour d'expérience après cette démission, est-ce qu'ils ne regrettent pas ce geste d'avoir démissionné ou au contraire ils sont plus épanouis dans leur nouvelle fonction? Alors j'ai lu effectivement ce commentaire et je pense être tombé aussi sur la même info que vous, qu'il y avait une part non négligeable des personnes qui avaient démissionné, notamment ceux qui avaient démissionné juste après le Covid, qui regrettaient déjà. Malheureusement, je n'ai pas plus d'infos à disposition, mais je pense qu'on peut effectivement imaginer que
des décisions prises à la hâte dans un contexte post-Covid qui était quand même assez lourd. On peut imaginer que ça peut amener à des regrets et peut-être à des mauvais choix perçus, en tout cas, des mauvais choix de carrière ou des mauvais choix personnels. Donc, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul, mais effectivement, je pense être tombé sur la même information. Et peut-être que c'est sans faire l'épouvantail, sans agiter l'épouvantail face aux collaborateurs ou aux collaboratrices qui seraient peut-être amenés à démissionner, ça vaut le coup aussi d'aider, d'accompagner les collaborateurs qui seraient encore une volonté de partir, d'essayer de rationaliser leurs décisions pour essayer de les retenir et de leur dire ok, est-ce que tu y as bien réfléchi, voilà ce que tu as aujourd'hui, voilà ce que tu risques de perdre, voilà les incertitudes qui existent. Même si, on l'a vu, ces incertitudes, elles existent déjà dans la tête de beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices qui ont des envies de démissionner. Alors, il y a une étude, une partie de l'étude qui nous manque, qui a été intéressante, mais qui a été suggérée dans le canal de discussion et de questions. Finalement, ces phénomènes de démission, est-ce que ça ne serait pas aussi quelque part pour tenter une aventure entrepreneuriale, créer sa propre société, peut-être devenir freelancing au regard de l'essor des plateformes de freelancing en l'état actuel? Est-ce que quelque part les employés se disent c'est peut-être le moment de passer en mode entrepreneuriat? Alors c'est effectivement une partie du phénomène importante, mais qui est moins importante que je quitte un CDD ou un CDI pour un autre CDD et un autre CDI. Donc ça c'est important. Mais effectivement, c'est un phénomène qui est plus important qu'avant, qu'on retrouve dans certains secteurs d'activité ou qui ont tendance maintenant à recruter, notamment certains sous des agents commerciaux, donc des formats un peu hybrides qui peuvent exister dans certains secteurs. Donc oui, c'est effectivement une partie du phénomène. C'est l'éloignement du salariat. Mais c'est là où, encore une fois, c'est différent parfois du phénomène américain, c'est que on reste malgré tout dans la population active. Donc certes, c'est une démission, au regard de l'entreprise, c'est potentiellement une perte, mais ensuite c'est quelqu'un qui reste dans la population active. Donc oui, c'est un phénomène qu'on observe de très près chez Indeed pour être aussi prêt à potentiellement proposer des solutions le jour venu à des employeurs, mais aussi à des freelancers, des gens qui auraient la volonté de se positionner à droite et à gauche pour certaines activités. Donc, bien sûr, c'est une partie du phénomène, mais ce qu'on observe malgré tout, c'est que on quitte un CDI pour un autre CDI très, très souvent. Thibaut, sur finalement la clientèle dont Indeed dispose parmi les grandes entreprises, est-ce que toi, de ton côté, tu as des retours d'expérience de grandes entreprises, je ne sais pas si on peut les citer, mais peut-être au moins leur secteur d'activité économique, sur l'impact finalement de cette grande démission? Est-ce que tu as eu des échos du côté d'Indeed sur certains grands clients qui se retrouvent face à ce phénomène? Alors on a peut-être, je dis ça parce que je viens de voir un des commentaires sur un secteur. On a des grands acteurs de l'hôtellerie, du tourisme, donc des grands acteurs, des acteurs nationaux sur des chaînes qui effectivement ont des grosses difficultés. Et là, peut-être, on aurait peut-être dû le mentionner, mais là, pour le coup, on a un vrai phénomène d'éloignement d'une partie de ces candidats de ce secteur d'activité, donc des gens qui ont été très échaudés par la crise et qui ont découvert qu'il y avait d'autres opportunités dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, il y a une perte sèche, entre guillemets, pour les acteurs de ce secteur, les plus grands ou les plus petits, pour trouver des candidats. Donc, il y a déjà certaines choses qui ont été faites par la branche, bien sûr, pour essayer de réattirer les candidats. Donc ça, c'est un premier phénomène. Ensuite, là, il y a effectivement les grandes entreprises du numérique, enfin les grandes ESN qui ont des turnovers plus importants. Vous les connaissez, certains en parlent assez facilement, donc il n'y a pas effectivement des taux de turnover qui sont assez élevés. Et puis ensuite, il y a des difficultés d'attractivité de certains grands groupes.
Ça peut être dans la santé, ça peut être dans la banque, finance et assurance, ça peut être aussi dans l'industrie, et qui ont du mal à attirer des candidats, avec à la fois des candidats qui sont partis, soit à la retraite, soit démissionnés, et ils ont du mal à renouveler leurs effectifs dans le contexte actuel. Honnêtement, aujourd'hui, les chiffres que je vous ai montrés sont alignés. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus d'offres d'emploi parce qu'il y a plus d'activité économique, mais aussi parce qu'il y a eu plus de démissions. Donc, il faut aussi renouveler les gens qui partent. Donc, ça, on le voit dans quasiment tout secteur confondu. Le plus important, évidemment, et sur celui qui est le plus, je veux dire, évident, c'est les grands acteurs du tourisme, notamment. Oui, c'est vrai que c'est difficile de présenter une situation homogène au regard des nuances à apporter secteur d'activité par secteur d'activité. Par exemple, dans le domaine de la restauration, on peut imaginer effectivement qu'il y a beaucoup d'employés qui démissionnent, mais qui ne restent pas dans ce secteur pour aller trouver peut-être de meilleurs salaires dans d'autres secteurs d'activité. Les ESN sont dans un autre contexte où évidemment c'est plutôt la guerre des talents cette fois-ci qui fait que du coup la situation devient critique pour garder ces meilleurs éléments en interne. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir une vue homogène sur ces phénomènes de démission que l'on voit en France. Et pour revenir aux entreprises de services numériques, effectivement, c'est un petit peu le double phénomène, c'est-à-dire c'était déjà des métiers pénuriques, les compétences disponibles n'étaient pas toujours existantes, donc il y avait déjà un phénomène de guerre de talent qui pouvait exister sur certains profils, qui maintenant est généralisé sur la quasi-totalité des profils dont ils ont besoin et qui est couplé avec une reprise très forte de leur activité. Voilà, il y a un peu pour faire simple, c'était déjà compliqué de recruter pour eux et ça l'est encore plus en fait aujourd'hui, tout simplement. Hein. Donc, et parfois c'était déjà tellement compliqué aujourd'hui, précédemment que maintenant, qu'en fait la différence est quasiment imperceptible. Même si ensuite, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que oui, c'est encore plus compliqué parce qu'on a moins de candidats, moins de candidatures, encore moins de choix qu'on avait avant à disposition. Thibaut, on arrive bientôt à la fin de cette session. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on termine cette session de webinaire sur ce phénomène, pour revenir sur ce phénomène de grande démission. Est-ce qu'on pourrait considérer que cette situation pourrait perdurer? Parce que finalement, ça y est, on a vu émerger cette tendance, mais finalement, jusqu'où ce phénomène pourrait s'accentuer? Est-ce que du côté d'Indeed, peut-être avec les analyses dont vous disposez, vous percevez plutôt une tendance pérenne ou plutôt conjoncturelle? Quels sont les éléments que vous percevez du côté d'Indeed? Eh ben, en fait, je pense qu'il faut, c'est probablement un peu des deux. Désolé pour la réponse trop nuancée probablement, mais ce qu'on voit, c'est que finalement, le marché réagit aux conditions extérieures. Donc, on voit que les entreprises, évidemment, recrutent plus ou moins selon le niveau d'activité économique, selon aussi les perspectives d'avenir. Et on voit que les candidats, les actifs, les candidats et les candidates, finalement, suivent ces phénomènes. Même si, une fois de temps en temps, ils sont amenés à mettre en pause, c'est justement parce que les signaux extérieurs leur disent que c'est pas le moment de démissionner. Et puis il y a aussi des phénomènes qu'il faut garder en tête, qui sont effectivement l'émergence des travailleurs indépendants, flexeurs, freelance, peu importe comment on veut les appeler, qui est effectivement à prendre en considération, c'est-à-dire ces nouveaux usages qui sont demandés par une partie des candidats et des candidates. Malgré tout, on est en France dans un pays où, tu l'as dit, à un moment où on est à peu près un peu plus de 7% de chômage, avec un taux d'activité qui est assez élevé, plus élevé qu'avant la crise. Et donc, on peut se poser la question de est-ce que c'est ça le plein emploi en France? Donc, c'est un peu le gros défi pour l'avenir du marché du travail dans ce pays. Et il va falloir observer le comportement et les attentes des candidats pour finalement adapter aussi le marché du travail
à ces nouvelles attentes et aussi aux potentielles évolutions qui arrivent et qui sont des phénomènes extérieurs, contexte international, transition écologique, voilà, qui sont aussi des grands phénomènes à prendre en considération pour aussi éviter qu'une partie de la population soit active, soit de fait éloignée de l'emploi simplement parce que les compétences qui sont demandées ne sont pas présentes dans la population active. Donc il y a plein de phénomènes à garder en tête. La France a malgré tout un marché du travail, un marché de l'emploi qui est relativement stable, même si sur les 24 derniers mois, on a vu des bouleversements énormes. Aussi, situation exceptionnelle oblige. Merci Thibaut pour l'ensemble des analyses que tu nous as fournies. C'était vraiment très intéressant et le débat reste ouvert. On voit bien, il suffit de taper grande démission sur Internet ou Great Resignation sur Google pour voir l'intérêt des sujets. Même aux États-Unis, on discute encore beaucoup de ce concept de grande démission et il paraît assez évident qu'on n'est pas arrivé au bout de ce sujet, en tout cas, pour en mesurer toute sa proportion. Absolument. Merci Thibaut pour ces éléments d'expertise. Merci à tous les participants qui sont restés 1 heure avec nous. C'est la fin de la session. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du RH Matin très prochainement. Et il y aura aussi associé un article sur RH Matin pour rappeler les grands éléments qui ont été présentés ce matin, avec naturellement un lien pour accéder directement à la vidéo. Thibaut, merci beaucoup pour cette session de webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci Thibaut. Et mes rendez-vous pour le prochain webinaire du Stank RH et RH Matin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.